Merci de nous rejoindre. Il est 7h à Dia, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le renforcement de la production énergétique et la viabilité financière sont deux propositions phares du document élaboré par la direction des DMSA suite à la large consultation générale du personnel initiée par le Premier ministre qui a présidé hier la rencontre entre les différents acteurs pour la sortie de la crise énergétique. Un plan d'action sera élaboré dans les prochains jours. Nous parlerons de la 4e plénière de la session d'octobre du Conseil national de transition avec d'importants projets de loi adoptés hier. La rencontre était présidée par le général des corps d'armée Malik Diaw. Le bureau du vérificateur général et la Banque ouest africaine de développement ensemble pour lutter contre la corruption et la délinquance financière. Un protocole d'accord a été signé hier entre les deux structures. Dans la page des sports, nous parlerons du tirage au sort de la Coupe du monde des clubs. Par ailleurs, la 3e journée du championnat professionnel de Ligue 1 démarre aujourd'hui. Enfin, la chronique du développement s'intéresse à la finance climatique, notamment la COP 29 qui s'est achevée le 24 novembre dernier. Voilà pour le sommaire. Installez-vous confortablement. Bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a présidé hier à la primature la rencontre d'examen des propositions, des solutions pour la sortie de la crise énergétique. Le document élaboré par la direction de EDMSA à l'issue d'une large consultation générale du personnel initiée par le Premier ministre propose le renforcement de la production énergétique et la viabilité financière de la structure. Un plan d'action sera d'ailleurs élaboré dans les prochains jours. Le reportage est signé Mamari Kone et Aliou Touré. Une semaine après sa visite qu'il a qualifiée d'inédite à EDMSA, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, revient à EDMSA. Le chef du gouvernement est venu écouter les propositions faites par le personnel de la société à l'issue d'une large consultation pour la résolution de la crise énergétique. Le travail a été effectué autour de certaines thématiques. Plus de 600 agents ont été interrogés et ont fait plus de 2300 propositions. Abdoulaye Djibril Diallo, directeur général de EDMSA. Résumé des thématiques les plus abordées: renforcer la production énergétique, tirer avantage de l'offre énergétique régionale, assurer la viabilité financière de l'EDMSA, des points thématiques portant sur la gouvernance et la communication, élaborer des stratégies à long terme et des actions immédiates pour améliorer la fourniture. Donc sur la thématique renforcer la production énergétique, qui en fait se résume à augmenter l'offre d'énergie électrique, 338 propositions ont été faites, qui peuvent se résumer en construire des centrales solaires, promouvoir l'utilisation d'énergie renouvelable par les ménages et les PME-PMI, investir dans l'augmentation de la capacité des centrales électriques actuelles pour renforcer l'offre énergétique, étendre le réseau interconnecté afin d'éteindre les centrales thermiques des centres isolés. La concertation a permis de faire un certain nombre de propositions, notamment la négociation d'accords de fourniture d'électricité avec certains pays de la sous-région, l'accélération de la construction des centrales en cours, la réparation des centrales en panne ainsi que la transformation des centrales thermiques en centrales hybrides. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a remercié la direction et le personnel de EDMSA pour le travail abattu en si peu de temps. Il a aussitôt présidé une rencontre à la primature autour du chef du gouvernement, les ministres en charge de l'énergie et de l'eau, de l'économie et des finances, celui de l'industrie et du commerce, les groupements de professionnels des pétroliers, les banques, l'ASCOMA et les techniciens. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. La tenue de cette réunion dénote l'importance que le chef de l'État accorde à la résolution de ces crises énergétiques dans le meilleur délai. Pour ce qui concerne la satisfaction des besoins fondamentaux des populations, le président de la transition a invité les membres du gouvernement à renforcer les actions dans le domaine économique pour jeter les bases d'un Mali émergent. Juste de récupérer les propositions de solutions des travailleurs de DMSA en
compagnie du ministre de l'Énergie et de l'Eau, que je mettrai à votre disposition. Il vous appartient dès lors de les analyser en tenant compte de vos expériences et de vos compétences, afin de soumettre des propositions d'orientation claires et concises au chef de l'État, président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Il est également important que ces propositions fassent l'objet d'unanimité, pas de consensus, mais d'unanimité. Au sortir de cette réunion, nous devons être sûrs et certains que ce que nous allons proposer au chef de l'État sera une solution unanime, une solution que nous partagerons tous. Deux paramètres essentiels sont à prendre en compte. Le premier paramètre, quand prendra fin la crise énergétique? Notre souhait, évidemment, immédiatement, mais c'est un souhait. Le deuxième paramètre, comment la crise énergétique prendra-t-elle fin? Dans la recherche de solutions, nous éviterons les propositions qui ne respecteront pas les trois principes édictés par le chef de l'État et guidant l'action publique dans notre pays, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenariat opérés par le Mali, et enfin la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. À la fin des échanges avec comme modérateur l'ancien ministre de l'Énergie et de l'Eau, Alpha Bokar Nafo, une feuille de route a été adoptée. À l'issue de 5 heures de débat très fructueux, nous avons pu élaborer ensemble une feuille de route qui nous permettra très bientôt d'avoir un plan unanime de sortie de la crise énergétique. D'emblée, nous avons tous fait le constat de la souffrance et de la peine subie par nos compatriotes, et surtout de l'importance stratégique accordée aujourd'hui à la question énergétique par son Excellence le président de la transition, le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Cette feuille de route se décline en différents points. Le premier point, dès le lundi, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, avec le staff d'EDM, doit rencontrer les fournisseurs de pétrole. Bien entendu, c'est un certain nombre de sujets. Et le deuxième point de cette feuille de route, à la fois la CRE, EDM et le ministère de l'économie et des finances doivent élaborer des simulations et présenter bien entendu les impacts positifs de cette simulation. Une rencontre est prévue le vendredi 12 décembre prochain en vue d'élaborer un plan d'action. Sur un autre plan, le projet de loi de ratification de l'ordonnance portant création du centre de conservation, de multiplication et de diffusion du bétail ruminant endémique, le projet de loi relatif au concours des citoyens en cas de calamité, le projet de loi relatif aux autorités et légitimités traditionnelles et enfin le projet de loi ratifiant l'ordonnance portant modification de la loi relative à la création et à l'administration des villages, fractions et quartiers ont tous été adoptés hier à la faveur de la 4e plénière de la session d'octobre du Conseil national de transition. Les travaux étaient présidés par le général des corps d'armée Malik Diaw, président du CNT. Les détails avec Alousseni Touré. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 4 octobre 2024 est relatif à la création du centre de conservation, de multiplication et de diffusion du bétail ruminant endémique. Cette modification donne à ce projet une durée de vie illimitée pour conserver, multiplier et diffuser les ruminants endémiques dont la résistance aux aléas climatiques et biologiques constitue des atouts non négligeables. Mohamed Ousmane Agmohamedoun, président de la commission développement rural du CNT. La loi qui a créé le centre en 2013, c'était pour 5 ans. Donc en 2018 déjà, cette loi est inopérationnelle. Malgré tout, à l'interne, le centre a continué à fonctionner, et pratiquement dans l'illégalité, mais donnant des résultats encourageants et très tangibles. Et cette fois-ci, le centre est créé ou recréé pour une durée indéterminée. Yubaba, ministre de l'élevage et de la pêche. Ce centre permettra de prendre les semences, permettra d'améliorer cette race d'ama et les autres races qui sont endémiques qu'il faut préserver pour le bien de notre population et pour le bien de nos animaux. Ce projet de loi a été adopté à l'unanimité des membres présents, soit 126 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Également adopté à l'unanimité des votants, le projet de loi portant concours des citoyens en cas de calamité. Ce projet de loi a été défendu par le ministre en charge de la jeunesse.
Abdelkassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas très longtemps, malheureusement, nous avons vécu une situation concernant les inondations. Cela a créé énormément de problèmes et des situations assez difficiles pour nos populations. Donc à ce stade-là, il est important à ce que les citoyens sachent que lorsque nous sommes dans des situations de cette nature, il est important que dans des règles qui sont bien définies, chaque citoyen puisse savoir qu'il a un rôle. Les deux autres projets de loi portant respectivement loi relative aux autorités et légitimités traditionnelles d'une part et projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 4 octobre portant modification de la loi relative à la création et à l'administration des villages, fractions et quartiers d'autre part ont été défendus par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques en lieu et place du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Mamani Nassiré, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien aux élections. Il s'agit d'une modification de quelques articles pour simplement supprimer les mandats de 5 ans qui étaient imposés au conseil de village. Et lorsque vous supprimez ces mandats de 5 ans, il y a des implications sur d'autres articles. Par exemple, on vous dit le renouvellement en cas de diminution de la moitié du nombre de conseils. Il y a des conditions d'intérim, de remplacement. Donc toutes ces questions qui sont liées au mandat doivent être réexaminées. Et c'est ce qui fait que certaines dispositions des articles ont été même abrogées. 9 projets de loi ont été déposés sur la table du CNT. C'est dire que la séance se poursuivra s'il y a lieu. Signature hier d'un protocole d'accord de coopération entre le bureau du vérificateur général et la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Elle permettra la prévention, la détection et la lutte contre la corruption et la délinquance financière, tout en respectant la souveraineté du Mali. La lutte contre la corruption est l'une des priorités des autorités de la transition. C'est pourquoi le ministre de l'économie et des finances a salué et encouragé les deux parties. Khadija Toukone. Cet accord entre la BOAD et le bureau du vérificateur général est signé sous l'œil vigilant du ministre de l'économie et des finances. Il vise à définir un cadre de coopération entre les deux institutions dans la prévention, la détection et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Pour une meilleure gouvernance financière, la BOAD et le bureau du vérificateur général conviennent ainsi de collaborer étroitement et diligemment dans la lutte contre la corruption. Samba Alhamdou Babi, vérificateur général. Le bureau de la BOAD s'engage à partager mutuellement les résultats des missions de vérification sur la gestion des projets financés par la BOAD au Mali, de renforcer les capacités du personnel du bureau sur les procédures de la BOAD. La BOAD, selon son représentant, applique une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption. En signant ce protocole, elle décide une fois de plus d'agir en faveur de l'amélioration de la gouvernance et de la lutte contre la fraude et la corruption au Mali et dans d'autres pays de la sous-région. Suarez Kassama Brahima, lui, vice-président chargé du support et du contrôle à la BOAD. L'union dans les troupeaux oblige les lions à se coucher avec la faim, dit un adage africain, traduisant qu'en unissant nos efforts, nos compétences et nos ressources, nous nous donnons plus de chances de faire échouer les tentatives des acteurs de cette gangrène. Les deux parties s'engagent aussi à échanger des informations et des bonnes pratiques tout en respectant la confidentialité pour mieux prévenir, mieux détecter et mieux enquêter conformément à la vision des autorités de la transition. Alousseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Dans le plan d'action du gouvernement, une large place est faite à la lutte contre la corruption, contre la délinquance financière. Parce que ça va en droite ligne donc, des orientations que nous-mêmes nous avons voulu donner à la politique que nous voulons mener dans notre pays. Nous espérons vivement que d'autres partenaires comme la Banque mondiale ou la BAD puissent suivre rapidement par rapport à ces deux signataires de cet accord. Afin de faciliter la mise en œuvre de ce protocole d'accord, un comité mixte de suivi sera mis en place. Il sera composé de 2 experts désignés par chaque partie pour un mandat de 5 ans. AES Actualité. Le département en charge de la communication marque significativement les 65 ans de Radio Burkina.
matérialisé le 25 octobre 2024. Les activités officielles de cette commémoration en différé ont débuté hier à la Maison de la Radio. Des auditeurs, des agents des différents ministères, des responsables en charge de la communication et des délégations venus du Niger et du Mali ont assisté à la montée des couleurs. La cérémonie a été marquée par une plantation d'arbres et une remise de plants à plusieurs générations d'auditeurs, des journalistes et des techniciens, mais avec une montée des couleurs du drapeau du Burkina Faso. Le reportage de Lazare Sanou de Radio Burkina. Il est 7h30, l'instant est solennel à Radio Burkina. La montée des couleurs en langue nationale fulfulde. Un acte hautement symbolique selon le président du conseil d'administration de la RTB, Fidel Tamini. En ce moment solennel, alors que nous nous réunissons pour la commémoration des 65 ans de la radio nationale, nous élevons notre regard vers notre drapeau qui flotte haut dans le ciel. Il nous rappelle les luttes et les sacrifices de ceux qui ont œuvré pour la souveraineté et la liberté de notre cher pays. C'est pourquoi, avec les orientations du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, nous chantons l'hymne national dans nos langues nationales aujourd'hui en fulfulde pour davantage mieux cerner le message véhiculé, réaffirmer notre identité et notre engagement à défendre les couleurs nationales. L'un des moments forts à l'occasion des 65 ans de Radio Burkina, c'est la plantation de l'arbre des 65 ans. Des agents de la radio ont reçu des plants. Papa Samuel, le représentant des fidèles auditeurs de Radio Burkina. Planter un arbre qui va représenter la radio et me représenter également. Parce qu'on dit que la radio a 65 ans. Bon, je la dépasse un peu. L'arbre continuera de vivre au nom de la radio. Fidel Tamini a à l'occasion rendu hommage aux pionniers de Radio Burkina et a encouragé ceux qui ont en charge l'évolution et l'intégration des innovations pour plus de professionnalisme à Radio Burkina. Direction le Niger, le préfet du département de Oualam, dans la région de Tillabéri, vient d'effectuer des visites à l'intérieur de son entité administrative. Il s'agit d'une tournée de sensibilisation des populations sur la paix et la cohésion sociale. Le compte rendu de Djibril Namalka. Le département de Oualam était l'une des localités plus touchées de la région de Tillabéri par les affres de l'insécurité. Les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ne cessent de multiplier les initiatives afin de vaincre l'ennemi d'où qu'il vienne. Ce sont ces efforts que le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel PECRES accompagne d'une manière accrue à travers les sensibilisations sur des thématiques de paix et de cohésion sociale. Administrateurs délégués, chefs de village, représentants des chefs de canton, membres du comité de suivi des accords de paix, la jeunesse, les forces de défense et de sécurité, le président du tribunal, le CB de la gendarmerie, bref, toutes les sensibilités se sont joints au préfet Djoubérou Mahamadou pour apporter leur contribution à la réussite de cette séance de sensibilisation. Elle contribuera au renforcement, à la cohésion sociale et à la collaboration entre tous les acteurs locaux. Même situation répliquée à Dangazaoni, village de la commune rurale de Tondikiwindi, qui a servi de cadre de regroupement aux populations de cette localité. Là également, hormis les thèmes de paix, de cohésion sociale développés, d'autres sujets tendant à favoriser la culture sociale ont été développés, notamment le mieux vivre ensemble, la préservation des conflits entre agriculteurs et éleveurs à travers le respect mutuel de chaque sensibilité, la prévention des feux de brousse, le respect des valeurs sociales de base. Allez, la page des sports. Handball pour commencer. Les demi-finalistes de la CAN Senior Dames sont connus. L'Angola, la Tunisie, le Sénégal et l'Égypte. En football, le tirage au sort de la Coupe du monde des clubs de la FIFA a été effectué hier. Et puis, championnat professionnel de Ligue 1 Orange du Mali. La 3e journée démarre aujourd'hui. Les détails avec Daouda Kone. Au stade Omnisport Salif Keita dit Domingo de Kati, l'AS Police jouera contre l'US Bougouba à 16h. Au même moment, au stade Mamadou Konaté, l'association sportive de Korofina ASCO sera face au FC Djara. Juste après, sur la même pelouse, à 18h, Binga FC jouera contre l'US Bougouni.
Cette troisième journée se poursuivra samedi avec les rencontres Étoile du Mandé, ISFAS et AS Real 11 créateurs de Niarela au stade Mamadou Konaté. Les rencontres AFE Stade Malien de Bamako et Djoliba AC AS Bakary Dian de Baraouli se joueront à une date ultérieure en raison du déplacement des Blancs de Bamako en Angola pour leur deuxième journée de la Coupe CAF et de la réception des Égyptiens de Pyramide par les Rouges de Bamako ici au stade du 26 mars. Nos deux représentants joueront dimanche. Football toujours. Hier, la FIFA a procédé au tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs nouveau format dont la première édition aura lieu du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis. Le tirage a réservé des fortunes diverses aux 4 clubs africains engagés. Al-Ali, Espérance Tunis, Mamelodi Sundowns et Wydad Casablanca. Le Wydad va se frotter à des adversaires prestigieux. Il s'agit de Manchester City, la Juventus Turin et Al-Ain. Tirage plus accessible pour l'Espérance. Les 100 et or évolueront dans un groupe où Chelsea fera office de grand favori face aux Brésiliens de Flamengo et les Mexicains de Lyon. Les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns évolueront dans le groupe F avec Borussia Dortmund, les Brésiliens de Fluminense et les Sud-Coréens d'Uzlan. Vainqueur de la Ligue des champions africaine à 12 reprises, un record dont les 2 dernières éditions, et 3e du mondial des clubs ancien format à 3 reprises récemment, Al-Ali hérite quant à lui d'un groupe A ouvert sur le papier. En effet, les Diables Rouges de Caire héritent comme tête de série des Brésiliens de Palmeiras, du FC Porto dans le chapeau 2 et de l'Inter Miami de Lionel Messi et Luis Suarez qui auront l'avantage de jouer à domicile. Le géant Carotte n'oubliera pas que Palmeiras a été son bourreau en demi-finale de l'édition 2022 2-0. Handball pour terminer. Les demi-finales de la CAN de handball senior dames qui se jouent en République démocratique du Congo démarrent aujourd'hui avec les affiches Tunisie-Sénégal, première demi-finale, Égypte-Angola, seconde demi-finale. La finale se jouera samedi. Chronique du développement. On termine avec la chronique du développement. Le numéro d'aujourd'hui s'intéresse à la finance climatique, la 29e conférence des parties des Nations Unies sur le climat COP29 qui s'est achevée le 24 novembre dernier en Azerbaïdjan a réuni plus de 200 pays. À l'issue de cette rencontre, les pays industrialisés se sont engagés à mobiliser 300 milliards de dollars par an d'ici à 2035. Cette enveloppe est destinée à soutenir la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique des pays en développement. La chronique du développement, une réalisation d'Esmaïla Berté et Marc Daméli. La finance climatique ou la sempiternelle question du financement des pays en développement, principales victimes des conséquences du changement climatique, a polarisé les discussions lors de la COP 29. L'argent étant le nerf de la guerre, les pays industrialisés ont pris de nouveaux engagements financiers plus importants. Des financements destinés à réaliser des projets d'adaptation au changement climatique dans des pays moins nantis. Modibou Maoumakalou, économiste. Oui, en effet, les États se sont mis d'accord pour un nouvel objectif de financement de l'ordre de 300 milliards de dollars par an d'ici 2035 pour soutenir la transition énergétique et l'adaptation du changement climatique des pays en développement. Dans le cadre de l'accord de Paris, les pays se sont fixés des objectifs pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et renforcer leur résilience face aux impacts des changements climatiques. Cependant, cette transition nécessite des investissements assez importants, assez lourds, et c'est le manque de financement majeur qui reste un obstacle majeur à l'accélération de l'action climatique dans les pays qui subissent les conséquences des changements climatiques. L'autre sujet non moins important qui a demeuré au cœur des débats de la COP29, c'est l'accord sur le marché de carbone. Là aussi, il a été question de finances pour faire face à l'urgence climatique. Un autre point clé de la COP29 qui n'a pas été suffisamment évoqué, c'est quand même l'accord sur les marchés du carbone. C'est un sujet très complexe qui n'avait pas pu trouver de règlement lors des différentes COP précédentes. Mais ce mécanisme permettra non seulement aux pays de réduire plus rapidement leurs émissions de gaz à effet de serre,
mais aussi il permettra d'atteindre les objectifs climatiques. Effectivement, les pays qui sont particulièrement pollueurs pourront acheter des crédits carbone aux pays ayant dépassé leurs objectifs de baisse d'émissions de carbone. De l'avis des observateurs, la COP29 a atteint des objectifs clés en termes d'engagement financier supplémentaire des pays industrialisés. Par contre, l'objectif visant à mobiliser plus de 1 000 milliards de dollars par an prôné par les pays en développement est resté sans suite. Modibo Makalou. L'un des principaux résultats de la COP29 était quand même l'adoption d'un objectif mondial de financement visant à tripler les investissements climatiques pour les pays en développement. Il s'agissait notamment d'ici 2035 que ces financements puissent atteindre 300 milliards de dollars par an contre 100 milliards de dollars précédemment convenus. Mais un deuxième objectif était aussi de mobiliser 1300 milliards de dollars par an pour l'action climatique avec la contribution des sources publiques et privées. Évidemment, les pays en voie de développement trouvent que cet accord est largement insuffisant pour la simple raison qu'ils appelaient à un financement très ambitieux de plus de 1 000 milliards de dollars par an pour faire face à la crise climatique. Il va falloir quand même, lors de la prochaine COP, dresser le bilan des différentes COP et voir un peu est-ce que nous sommes en train de progresser, est-ce que nous sommes en train de réellement faire une transition vers une sorte des combustibles fossiles, car on n'a pas l'impression que cette discussion ait beaucoup progressé lors de la COP 29. Maintenant, lors de la COP 30, qui aura lieu à Belém au Brésil en 2025, il y aura lieu de renforcer les engagements pris par chaque pays pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et de s'adapter au changement climatique pour un monde meilleur pour tous. En somme, pour atteindre les objectifs d'adaptation au changement climatique et la transition énergétique, les pays industrialisés se doivent de respecter leurs engagements, notamment financiers, faute de quoi tout effort consenti resterait vain. Voilà, merci Soumaïla Berté, merci l'inoxydable Modibo Makalou, toujours au parfum de l'actualité économique. C'est la fin de ce journal, présentation Koji Sibi, mise en onde Mamadou Bedjialo, mise en ligne Mohamed Koulibaly, réalisation Ousmane Dao. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.